En Indonésie, les cendres d'un volcan ont atteint la stratosphère. En Thaïlande, une bombe pluviométrique a bloqué des touristes. En Éthiopie, un volcan s'est réveillé pour la première fois depuis 12 000 ans. En Australie, une grêle géante de la taille d'une orange est tombée. Et en Russie, des phénomènes atmosphériques anormaux ont été enregistrés. Regardez tout de suite ces événements climatiques et d'autres de la semaine écoulée. Indonésie. La province de Java Est, en Indonésie, a été touchée par une puissante éruption du volcan Semeru. Depuis la mi-novembre, son activité ne cessait d'augmenter. Pendant plusieurs jours, des nuages de cendres s'élevaient au-dessus du sommet et le 19 novembre, des écoulements pyroclastiques ont jailli du cratère et se sont précipités dans le lit de la rivière Bezuk-Kobokan. Ils se sont succédés, parcourant jusqu'à 14 km sur les versants sud et sud-est. Le panache de cendres s'est élevé jusqu'à 18 km d'altitude. L'activité du volcan a augmenté si rapidement qu'en une seule heure, le niveau d'alerte a été porté au maximum. Le rayon de la zone d'exclusion a été élargi à 8 km et jusqu'à 20 km dans le secteur sud-est. Dans plusieurs villages, les cendres brûlantes et les débris rocheux ont détruit des maisons, endommagé une école, un centre médical et un poste électrique. Plus de 200 hectares de terres agricoles ont été ravagés et plus de 140 têtes de bétail sont mortes. Au moins 3 personnes ont été grièvement blessées. Parmi les victimes figure un couple qui circulait sur un pont à moto. Leur véhicule a dérapé sur une couche de cendres chaudes et ils ont subi des brûlures sur jusqu'à 20% du corps. Dans plusieurs localités, les habitants se plaignaient d'une forte odeur de soufre provoquant toux et difficultés respiratoires. Plus de 1100 personnes ont dû quitter leur domicile. Elles ont été hébergées dans des écoles, des mosquées et des bâtiments administratifs. 187 alpinistes, porteurs et guides présents près du lac Ranukumbolo, sur le versant nord du Semeru, ont également été évacués. À cause de l'obscurité et du mauvais temps, ils ont dû passer la nuit sur la montagne et n'ont pu redescendre que le lendemain. Le 23 novembre, la situation a commencé à se stabiliser et une partie des habitants est rentrée chez elle. Cependant, le Semeru restait au niveau d'alerte maximale et dès le lendemain matin, il a émis une colonne de fumée blanche jusqu'à 1 km au-dessus du sommet, tandis que 44 séismes ont été enregistrés en 6 heures. Vietnam. Des pluies torrentielles continues pendant plusieurs jours ont provoqué des inondations sans précédent dans la région centre-sud du Vietnam. Les quantités de précipitations ont dépassé tous les records historiques. En moins de 24 heures, des crues records ont touché les rivières. Les barrages hydroélectriques locaux ont dû ouvrir leurs vannes, aggravant encore les conséquences destructrices des inondations. Dans la province de Dak Lak, l'une des plus touchées, il est tombé localement plus de 1800 mm de pluie en une semaine. L'eau est montée si vite dans les maisons que les habitants ont dû percer leurs toits pour échapper au courant. De nombreuses familles y sont restées bloquées une trentaine d'heures. Les réseaux sociaux étaient inondés d'appels à l'aide. Dans la province de Can Choi, la hauteur d'eau a atteint par endroits 4 à 5 mètres. Le district de Cat Tien, province de Lam Dang, s'est retrouvé totalement isolé. Les autorités ont utilisé des bateaux et d'autres moyens pour acheminer vivres et produits de première nécessité. Au total, ces inondations massives ont fait 98 morts dans le pays et 10 personnes sont portées disparues. Près d'1 200 000 foyers sont restés sans électricité. Des tronçons de 2 autoroutes nationales ont été endommagés par des glissements de terrain. Plus de 200 000 habitations ont été inondées, dont une partie totalement détruite. La catastrophe a ravagé plus de 90 000 hectares de riz et autres cultures, des élevages piscicoles et près d'1 million de têtes de bétail et de volailles. Plus de 42 000 militaires et 1200 engins ont été mobilisés pour les opérations de secours et de remise en état. Russie. Le 22 novembre, la région de Tcheliabinsk a été frappée par une pluie verglaçante. L'autoroute fédérale M5 Ural s'est recouverte de glace. De nombreux accidents ont provoqué des bouchons de plusieurs kilomètres et certains tronçons ont été totalement fermés.
Dans le district de Satka, à moins 5 degrés, au lieu de neige, il est tombé de la pluie qui a gelé instantanément sur les surfaces surrefroidies. Des dizaines de personnes ont été blessées après avoir glissé sur le verglas et ont dû consulter un médecin. Situation similaire à Tumen, où une épaisse couche de glace a recouvert arbres, voitures, rampes, routes et trottoirs, transformant la ville en véritable patinoire dangereuse. Du 21 au 24 novembre, une activité orageuse anormale a été observée dans le district fédéral central. Au village de Yakovlevo, région de Lipetsk, l'orage s'est accompagné de grêles de 2 cm de diamètre. Au-dessus des régions de Briansk, Kalouga, Orel, Toula et Smolensk, les éclairs étaient exceptionnellement puissants et fréquents pour fin novembre. Certains coups de foudre ont atteint 486 kA. À titre de comparaison, un éclair moyen fait environ 30 kA, soit 16 fois moins. L'intensité du rayonnement électromagnétique était telle que le signal a été capté jusqu'à 700 km, alors qu'il est habituellement très faible, voire indétectable à cette distance. De tels niveaux d'activité orageuse seraient déjà anormaux en été sous ces latitudes. Fin novembre, il s'agit d'un événement véritablement sans précédent. Éthiopie. Le 23 novembre, une puissante éruption soudaine du volcan Haïli Goubi s'est produite en Éthiopie. Le panache de cendres a atteint 15 km d'altitude, perturbant les couloirs aériens reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Un code rouge aviation a été déclaré dans la région. Les images satellites du 24 novembre ont révélé non seulement un long panache de cendres, mais aussi un important rejet de dioxyde de soufre entre 5 et 17 km d'altitude, signe d'une activité volcanique majeure. Le panache est resté dans l'atmosphère après l'éruption, se déplaçant à travers la mer Rouge vers Oman et le Yémen. Il faut souligner que ce volcan n'avait pas connu d'éruption confirmée depuis près de 12 000 ans. Son activité se limitait jusqu'ici à des émissions de gaz. Le réveil brutal de Haïli Goubi constitue une nouvelle preuve de l'augmentation de l'activité géologique planétaire. Australie. Le 22 novembre, le puissant cyclone tropical de catégorie 3 Fina a frappé le territoire du Nord avec des rafales jusqu'à 200 km/h et des pluies records. Le lendemain, 430 mm de pluie sont tombés en 24 heures près de Middle Point, record absolu pour la station locale. Les records de novembre ont également été battus à Darwin et dans d'autres localités. Les dégâts ont été importants. Des arbres centenaires déracinés par le sol détrempé ont endommagé maisons et véhicules. Environ 19 500 personnes se sont retrouvées sans électricité. Le toit de l'hôpital royal de Darwin a été abîmé. Les îles Tiwi ont été plus gravement touchées, avec des dommages à l'infrastructure énergétique. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Affaibli, le cyclone a touché le 25 novembre la côte isolée de la région de Kimberley, Australie-Occidentale, avec des rafales jusqu'à 170 km/h près de l'embouchure de la rivière Berkeley. Au même moment, la côte est australienne a été frappée par une violente tempête printanière. Les États du Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud étaient au cœur de la tempête. Le 24 novembre, une supercellule dangereuse a balayé le sud-est du Queensland, Brisbane, Logan, Gold Coast compris, avec des grêles géantes jusqu'à 14 cm et de rafales destructrices dépassant 100 km/h. Plus de 150 000 foyers sont restés sans électricité, de nombreuses voitures, toitures et panneaux solaires ont été gravement endommagés. Le vent violent a arraché des centaines de lignes électriques et près de 880 000 éclairs ont été enregistrés en 24 heures. La tempête a provoqué des destructions massives dans les régions de Moreton Bay, Sunshine Coast et sur l'île de Bribie. Routes et voies ferrées ont été bloquées par les arbres tombés. Des dizaines d'écoles ont fermé. Cette tempête a été officiellement déclarée catastrophe assurantielle en raison des dommages colossaux causés aux infrastructures et aux biens privés. Sri Lanka. Le 22 novembre, après plusieurs jours de fortes pluies,
Un important glissement de terrain s'est produit dans le district de Kagal, sur un tronçon de l'autoroute Colombo-Kandy. Par crainte de nouveaux glissements, les autorités ont fermé totalement pendant 24 heures l'un des tronçons les plus fréquentés de cette voie. La tragédie n'a pas pu être évitée. Un énorme rocher détaché du versant, sous les voies ferrées, accompagné d'une masse de terre, s'est écrasé sur une maison et un café routier très fréquenté. Au moment de l'effondrement, employés et clients qui prenaient leur petit déjeuner se trouvaient à l'intérieur. 10 personnes ont été ensevelies. Plusieurs véhicules garés à proximité ont également été endommagés. L'armée sri-lankaise, les pompiers, la police et les habitants ont participé au secours. 4 blessés ont été hospitalisés. Malheureusement, 6 personnes n'ont pas survécu. Bangladesh. Le 21 novembre au matin, un séisme de magnitude 5,7 a frappé le centre du Bangladesh. L'épicentre se trouvait à environ 13 km à l'est de la capitale, Dhaka, à une profondeur d'environ 10 km. De nombreux immeubles résidentiels et industriels ont subi de sérieux dommages. À Dhaka, des fissures sont apparues dans les murs, le plâtre s'est effrité et certaines toitures se sont partiellement effondrées. Au moins 10 personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées. Malgré une magnitude modérée, les conséquences ont été graves en raison de la vulnérabilité des constructions. Densité urbaine élevée, vieux bâtiments en briques ou béton non armés qui se fissurent facilement, et maisons très proches qui, en se heurtant lors des secousses, provoquent la chute de débris. Les destructions ont été amplifiées par la géologie locale, sol mou et saturé d'eau du delta du Gange et du Brahmapoutre, qui amplifient les vibrations. Dans les 32 heures suivantes, 3 répliques d'une magnitude allant jusqu'à 4,3 ont été enregistrées. Thaïlande. Les pluies torrentielles incessantes de la semaine dernière ont provoqué une catastrophe dans 10 provinces du sud de la Thaïlande, touchant plus de 2,7 millions de personnes. Environ 45 000 habitants ont dû être évacués en urgence. Les chemins de fer d'État ont suspendu la circulation des trains vers le sud à cause de l'inondation des voies. Des centaines de touristes sont restés bloqués dans leurs hôtels et à l'aéroport, sans pouvoir quitter la zone sinistrée. Le 25 novembre, l'état d'urgence a été déclaré et l'armée, des hélicoptères et même le seul porte-avions du pays ont été mobilisés pour les secours. La situation a été particulièrement grave dans le district de Hatay, province de Songkhla, où l'on a enregistré l'inondation la plus importante depuis 25 ans. Sur cette grande ville touristique et commerciale sont tombées des quantités records de pluie. Le niveau de l'eau a atteint 2,5 mètres, obligeant de nombreux habitants à passer plusieurs jours sur le toit de leur maison, sans eau ni nourriture. De gros serpents nageaient dans les rues. L'hôpital principal de Hatay, qui accueillait 600 patients, dont 50 en réanimation, a été inondé. Des hélicoptères ont été nécessaires pour apporter vivres et générateurs et évacuer les malades graves. 30 bébés du service néonatal étaient également en danger lorsque l'eau a envahi les 2 premiers étages. Ces inondations meurtrières ont fait 33 victimes, la plupart noyées ou électrocutées. Contrairement à l'habitude, ce n'était pas un cyclone tropical qui était en cause, mais une zone stationnaire de basse pression ayant déclenché une véritable bombe pluviométrique. Le phénomène n'a été prévu que 2 heures avant l'arrivée brutale de l'eau en pleine nuit, laissant très peu de temps pour préparer et évacuer la population. Chaque nouvelle semaine de catastrophe naturelle n'est plus seulement un bulletin d'information. Ce sont les dernières secondes de vie de quelqu'un, des maisons détruites, des familles qui ne se réuniront plus jamais. Les cataclysmes s'intensifient, et les gens continuent de vivre comme si tout cela ne les concernait pas.
L'humanité continue de gaspiller ses forces dans des conflits absurdes, de construire des illusions sur l'avenir, de s'enliser dans des guerres, comme si l'horreur se déroulait quelque part loin, sur une autre planète. Mais voilà la question que nous nous posons de plus en plus souvent. Que faut-il encore qu'il arrive pour que le monde se réveille enfin? Combien de villes doivent disparaître? Combien de personnes doivent brûler villes, se noyer, périr sous les décombres? La moitié du monde? Or, cette moitié du monde peut inclure n'importe lequel d'entre nous. Nos familles, nos enfants, nos maisons, notre vie. Nous avons pris l'habitude de penser que cela ne nous concerne pas et nous nous cachons souvent derrière la phrase « Mais qu'est-ce que je peux faire moi ?» Soyons honnêtes, le problème n'est pas l'impuissance, c'est l'indifférence. Nous avons trop longtemps fait semblant de ne rien voir, trop longtemps reporté l'action à demain. Alors, arrêtons d'en mentir. Soit nous admettons que nous nous en fichons, soit nous commençons à agir. Agir non pas par peur, non pour un avenir abstrait, mais pour qu'il y ait simplement un demain.